je pense que l'école de demain, si elle devait être différente de celle d'hier, parce qu'il y a peu de choses qu'on sait sur demain presque par définition, mais une des choses qu'on sait, c'est que les enfants d'aujourd'hui seront peut-être, enfin une partie des enfants d'aujourd'hui seront les profs de demain, par exemple. Donc si on était capable de penser une école des défis, à mon avis, ça serait déjà un progrès pour aujourd'hui par rapport à ne serait-ce que l'année dernière, mais ça serait aussi une manière d'inciter à la fois les élèves à relever des défis, et Dieu sait s'ils sont nombreux pour leur génération, autour du changement climatique, du développement durable, etc. Mais ça aiderait aussi les enseignants à se penser comme non pas uniquement des professionnels de l'enseignement, mais des acteurs et des auteurs d'une intelligence collective à laquelle ils peuvent inviter leurs élèves. Et les enseignants d'aujourd'hui sont soumis à des tonnes de défis. Je ne vais pas tous mais très clairement, on a autour du Covid, par exemple, tout un tas de défis. Et quelle est la continuité pédagogique, comment est-ce qu'on s'assure que les inégalités ne se creusent pas encore plus, comment est-ce qu'on utilise intelligemment le numérique, sachant qu'il offre tout un tas de possibilités, mais aussi de défis. En particulier, est-ce que c'est des solutions qui nous sont imposées de l'extérieur? Est-ce que c'est des solutions qu'on a pu choisir? Est-ce que c'est des solutions qu'on a pu même co-construire et co-élaborer? Je pense que toutes ces questions se posent simultanément. Et donc, une école des défis, c'est une école où l'intelligence collective, à toutes les échelles, est capable de se mobiliser pour relever ces défis. Donc, ça peut être les défis qui sont présents dans la classe, ça peut être les défis qui sont présents au niveau de l'établissement, au niveau d'une collectivité humaine, au niveau d'un pays entier, et aujourd'hui au niveau de la planète entière. On voit bien qu'on est tous confrontés simultanément à cette crise du Covid, et on pourrait appeler ça une crise globale, vous savez, entre local et global, et c'est peut-être la première crise que l'on vit avec cette intensité comme ça, mais c'est malheureusement probablement pas la dernière. La crise climatique, elle était là avant et elle ne fera que s'amplifier au fil des années. C'est à peu près la seule chose qu'on puisse prédire avec certitude. Il est plus facile de prédire l'impact du changement climatique que l'impact des épidémies de 2050 ou de 2100. Par contre, le climat de 2050 ou de 2100, on est capable de le prédire. Donc, comment est-ce qu'on aide les individus et les collectifs à relever nos défis personnels, nos défis locaux et nos défis globaux? Je pense que c'est l'une des questions qu'il faut qu'on sache se poser, et que d'ailleurs on est en train de se poser. Qu'on le veuille ou non, le Covid nous a obligés à nous poser des questions qu'on ne se serait pas forcément posées au préalable. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, en l'occurrence Jean-Michel Blanquer, notre ministre en France, a parlé de nation apprenante, euh, et essentiellement pour montrer que d'autres institutions que l'éducation nationale pouvaient contribuer au défi du moment, qui est celui du confinement de la période Covid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a incité par exemple les radios et les télés publiques, mais aussi tout un tas de lieux de culture qui peuvent être producteurs de pièces de théâtre ou d'expositions, de contribuer à l'éducation, ou en tout cas à la mission éducative nationale. Moi, j'avais plutôt parlé de société apprenante, parce que je pense que une société, c'est plus ouvert qu'une nation. Une nation, c'est parfois un peu trop recroquevillé sur soi-même. Une société, c'est fondamentalement ouvert. Et d'ailleurs, une société apprenante, pour moi, c'est une société qui apprend d'autres sociétés. C'est-à-dire que typiquement, la société française devrait apprendre de la société coréenne sur l'exemple que tu viens de nous donner. Et je pense qu'on peut un peu systématiquement avancer là-dessus. Et je rajouterai une dimension que tu connais, mais que tu n'as pas citée, qui est qu'il n'y a pas que les enfants qui apprennent dans l'éducation nationale, et a fortiori dans la société. On apprend tous. Et toi-même, tu as appris ce qui se passait en Corée, et tu le partages, et donc ça permet à d'autres de l'apprendre. Et donc on est bien dans cette société, ou dans ces sociétés apprenantes, voire cette planète apprenante, où on peut apprendre d'un pays à l'autre.
d'innovation qui sont à la fois remarquables et inspirantes. Ici même, dans le collectif que vous représentez, il y a un certain nombre de nationalités visiblement qui sont là, et le simple fait de se retrouver, de documenter, de partager, c'est une manière de s'inspirer et d'accélérer nos apprentissages. Et donc, je crois par exemple que les enseignants ont énormément appris de la période du Covid. Je crois même que le ministre a beaucoup appris, je crois que le ministère dans son ensemble a appris, et je crois que les parents ont aussi énormément appris. Et ils ont appris non seulement en tant qu'individu, mais ils ont souvent appris en tant que collectif. Et ils ont appris à travailler différemment et éventuellement à se faire confiance, peut-être plus qu'ils ne le feraient par défaut, pour être capable ensemble de relever ces défis. Parce que si tu dois relever un défi collectif, tu as besoin d'intelligence collective, mais tu as aussi besoin de confiance. D'ailleurs, c'est amusant parce que confiance, défiance et défi, il y a à chaque fois la même racine, qui est en quoi est-ce qu'on a de l'espoir, de la foi, et en quoi est-ce qu'on peut essayer de croire collectivement. Et on sait depuis longtemps, mais quelqu'un comme Harari l'a bien souligné, ce qui fait la spécificité de l'espèce humaine, c'est notre capacité à croire ensemble à des choses qui n'ont pas de sens, sauf si tous les autres y croient. Donc, si tout le monde croit à l'éducation, si tout le monde croit au diplôme, alors le diplôme a beaucoup de valeur. Mais si progressivement on croit qu'on peut apprendre dans beaucoup d'autres environnements et éventuellement des choses qui peuvent être complémentaires à ce qu'on peut apprendre dans un contexte plus classiquement scolaire, alors ça sera toujours plus valorisé. Et je pense que les prochaines générations de petits Coréens ou d'apprenants dans d'autres pays auront probablement on leur fera plus confiance parce qu'on aura pu démontrer que faire confiance, au moins partiellement, cette confiance a été suivie d'effets qui sont des effets positifs. Donc je pense que cette capacité à... Moi je parle de cadre de liberté évolutif et fécond, et je pense qu'en fait il y a un cadre qui peut être le cadre scolaire, le cadre éducatif, et un cadre qui peut donner plus ou moins de degré de liberté à l'ensemble des acteurs, que ce soit les élèves, les enseignants, les profs, les inspecteurs ou les chefs d'établissement, ça peut être les parents eux-mêmes, etc. Et puis, ce cadre de liberté évolue. L'exemple que tu nous donnes est un bon exemple dans lequel on a fait évoluer le nombre de degrés de liberté qu'on donnait aux lycéens coréens qui n'étaient pas spécialement gâtés en termes de degrés de liberté jusque-là. Et si ça donne des résultats qui sont féconds, eh bien ce cadre de liberté évolutive, quand il est fécond, c'est la clé de l'évolution d'un système, parce que si on a pu voir la fécondité qui était associée à ces degrés de liberté et à cette évolution, alors on peut faire le pari que demain, on donnera encore un peu plus de degrés de liberté. Ce que tu nous as dit, ils avaient commencé par un semestre, puis maintenant c'est un curriculum entier. Je ne sais pas s'ils en seront un jour à repenser tout le lycée, voire toute l'éducation, en invitant les jeunes à exprimer leur point de vue, mais c'est ce que l'UNESCO propose en ce moment. La préparation du rapport sur l'éducation qui doit sortir en 2021. L'une des demandes d'Audrey Azoulay, qui est directrice générale de l'UNESCO, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, à commencer par les plus jeunes. Et je pense que plus on écoutera les plus jeunes, plus on sera capable de co-construire avec eux, avec les enseignants et avec l'ensemble des acteurs, plus on sera capable de préparer une école qui nous permettra de relever l'ensemble de ces défis. La question de la gouvernance est une question à la fois importante pour l'école, mais pour l'ensemble de la société, voire l'ensemble de la planète, qui fait confiance aux individus ou aux institutions globales ou aux institutions locales. On voit bien qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire confiance au président des États-Unis, ou est-ce qu'il faut faire confiance au directeur général de l'OMS, ou est-ce qu'il faut faire confiance aux médecins qui sont sur le terrain, ou est-ce qu'il faut faire confiance aux patients qui sont en souffrance. On voit bien que rien que dans le domaine de la santé, les questions de gouvernance sont très importantes et tout à fait d'actualité. Dans le domaine de l'éducation, elles ne le sont pas moins. Est-ce qu'il faut faire confiance à l'UNESCO? Est-ce qu'il faut faire confiance au ministère? Est-ce qu'il faut faire confiance aux profs, aux élèves? Je pense qu'en fait, il faut d'abord et avant tout dialoguer. Et donc, il faut des lieux de dialogue et de partage. Et à partir du moment où on dialogue, il faut prendre le temps de dialoguer. C'est un peu la difficulté, c'est que surtout quand on parle de collectifs humains très importants comme ceux impliqués dans l'éducation, c'est pas évident de dialoguer à la bonne échelle. Et quand on ne sait pas dialoguer, la défiance s'installe et à ce moment-là, les conflits s'installent. Et après, moi, quand j'ai écrit ce rapport sur la société apprenante,
j'ai pu rencontrer près tous les étages du système éducatif, des élèves eux-mêmes jusqu'aux ministres, en passant par l'ensemble des adultes qui sont entre les deux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la plupart des gens souhaitaient une autre approche de l'éducation. La plupart étaient d'accord avec cette idée de société apprenante en particulier, mais la plupart pensaient que les autres niveaux n'en voudraient pas. Euh, et, et donc, c'est intéressant d'avoir eu ce dialogue multiniveau parce que malheureusement, en fait, une partie des acteurs ne se parlent pas, ne se parlent que en se regardant en chien de faïence et dans une situation de défiance. Et donc, arriver à dépasser ça, je pense que c'est extrêmement important. Et donc, peut-être qu'on peut commencer par faire un diagnostic partagé. Par exemple, le diagnostic de quels sont l'ensemble des défis. Est-ce qu'on peut les hiérarchiser? Et on peut éventuellement demander aux différents acteurs de s'exprimer de leur point de vue. Si par exemple vous demandez aux jeunes quels sont les défis pour eux, aux profs quels sont les défis pour eux, aux inspecteurs ou aux chefs d'établissement quels sont leurs défis, aux ministres ou à l'UNESCO, ça sera intéressant de voir s'il y a des overlaps et si oui lesquels, s'il y a des différences et si oui lesquels. Mais s'il y a des points sur lesquels on est tous d'accord, on peut peut-être commencer par cela. S'il y a des points qui sont plus conflictuels, il faut peut-être essayer d'éclairer pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils de dialogue multi-échelle commencent à émerger. On a aujourd'hui des outils de démocratie participative, par exemple, qui peuvent être appliqués, y compris dans l'école, ou pour traiter les sujets qu'on est en train d'aborder. Par exemple, au Chili, je ne sais pas s'il y a des Chiliens dans votre collectif, mais au Chili, il y a Chilecracia, qui a été un mouvement dans lequel l'ensemble de la population chilienne a été invitée à coécrire la Constitution. Et donc, a priori, c'est plus difficile d'écrire une Constitution que d'écrire les priorités pour l'école. Et néanmoins, avec un algorithme qui est très simple, qui accepte les propositions qui ont été faites par tout le monde et qui invite chacun à hiérarchiser les propositions faites par les autres. Et à partir de là, ils ont pu avoir des milliers de propositions et des millions de personnes et de votes qui ont contribué à structurer les priorités collectives. Et si vous rajoutez là-dessus, par exemple, le fait que chacun puisse signer en son nom, et donc je signe mon point de vue en tant que lycéen, ou je signe mon point de vue en tant qu'enseignant, ou en tant que responsable, ou en tant que parent, eh bien on pourrait voir si les points de vue sont convergents ou pas. Donc je pense que penser la gouvernance, c'est penser des manières déjà d'établir les constats, et puis éventuellement de prendre des décisions collectives. Et il est possible qu'on puisse dire, finalement, si le collectif souhaite ça, ça a l'air d'être une bonne idée. Je ne dis pas que l'ensemble il ne faut pas, par exemple, éclairer le collectif. Par exemple, des experts, des Jean-Marie ou autres peuvent être invités à donner un point de vue qui peut éclairer les collectifs pour les aider à réfléchir. C'est ce qui a été fait également en France, la Convention citoyenne sur le climat. On a tiré au sort 150 personnes qui représentent la diversité des gens de 16 à 80 ans pour leur demander d'exprimer leur point de vue sur le climat, mais on les a formés. Donc je pense qu'il faut une bonne démocratie, une bonne gouvernance, elle passe par la formation des acteurs aussi. Et donc il faut les éclairer à partir d'un certain nombre de points de vue où on peut leur exposer ce qui se passe en Corée, on peut leur expliquer ce qui se passe en Finlande, on peut leur expliquer ce qui se passe dans différents pays, et puis on peut les inviter à réfléchir à quel type d'évolution du système ils pourraient souhaiter, y compris sur la gouvernance elle-même. Mais typiquement, c'est une gouvernance qui doit passer d'un modèle très hiérarchique, très descendant, à un modèle beaucoup plus délibératif, beaucoup plus participatif et beaucoup plus fondé sur la recherche. Parce que la délibération ne doit pas être du niveau du café du commerce. Elle doit être du niveau d'une réflexion étayée par l'expérience des uns et des autres et par des évaluations indépendantes. Quelque part, ça souligne une des grandes questions. C'est que, par exemple, Jean-Marie, tout à l'heure, nous parlait d'un ministère de l'éducation, plutôt qu'un ministère qui serait juste un ministère de l'enseignement. Mais ce qui serait intéressant, peut-être, c'est de se poser la question d'un ministère de l'apprendre. C'est-à-dire que on est en général en train de penser le rôle de l'enseignant en faisant l'hypothèse que l'apprenant va apprendre pour peu que l'enseignant s'exprime et que l'apprenant va jouer le jeu, entre guillemets. Et donc, jouer ce jeu en présentiel, ça n'a rien d'évident. Le jouer à distance, c'est encore plus complexe.
Et donc, peut-être que avec ces élèves, la discussion serait plus facile à avoir en face à face. Par exemple, dans l'exemple que donnait Jean-Marie tout à l'heure, on a quelque part fait confiance à ces lycéens et ils ont été trouver des ressources éducatives pour se former et apprendre par eux-mêmes dans d'autres contextes. Est-ce que si, pour tout un tas de raisons, les élèves ne sont pas capables d'apprendre, ça peut être des problèmes de motivation, ça peut être des problèmes d'accès, ça peut être des problèmes de compréhension, ça peut être des problèmes de... Il est très difficile de se concentrer pendant des heures en ligne. Déjà pour des adultes, ça peut être encore plus compliqué pour des élèves. Donc il peut y avoir plein de défis, mais peut-être que les inviter à s'exprimer sur ces défis, les inviter à proposer des alternatives, peut être une des manières de les impliquer et de les motiver. Pour vous donner quelques exemples, en France, il y a des profs qui cherchaient à utiliser les plateformes de l'éducation nationale qui ne fonctionnaient pas. Il y avait tout un tas de difficultés, en tout cas dans les premiers jours. Et il y a des profs qui ont su écouter leurs élèves, qui leur ont dit mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas telle autre plateforme donc, que nous on utilise pour jouer et là, éventuellement, les élèves étaient plus à l'aise sur ce genre de plateforme et qui fonctionnait au moins aussi bien que ce qui était proposé par défaut. Et ça a pu fonctionner. Donc je dis pas que c'est encore une fois la panacée, parce qu'il y a aussi des difficultés avec ça, mais créer un dialogue entre les élèves et les enseignants sur les difficultés du moment et sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour ensemble essayer de dépasser ça et peut-être proposer des alternatives à ceux qui ont par exemple, s'il n'y a qu'un seul ordinateur dans la maison et 6 enfants, plus des parents qui doivent faire du télétravail, on voit bien que ça va être très compliqué pour ces élèves, même s'ils sont de bonne volonté. Donc peut-être qu'il faut proposer d'autres choses et les inviter à utiliser d'autres méthodes, d'autres canaux pour communiquer et apprendre. Et ce qui compte, c'est fondamentalement peut-être qu'ils aient appris, qu'ils n'aient pas décroché dans cette situation-là, parce que si on leur impose des choses qui, par ailleurs, ne fonctionnent pas, en tout cas pas pour eux, alors on les braque encore plus vis-à-vis du système éducatif. Par contre, si on sait créer un dialogue avec eux sur OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire d'autre? Est-ce que tu vois d'autres manières qui sont peut-être adaptées à tes circonstances et à ta situation particulière? Alors, c'est plus de temps, parce qu'il faut éventuellement accepter de dialoguer avec chacun, mais on peut permettre un dialogue collectif où peut-être que les élèves peuvent s'entraider aussi. Parce qu'il est probable que des solutions qui ont marché pour un élève pourront peut-être marcher pour un autre, et qu'en tout cas les inviter à les partager, c'est aussi les inviter à réfléchir en fait sur ce que c'est qu'apprendre à apprendre, et apprendre à l'heure du confinement, apprendre à l'heure de la distance qui s'impose à nous, est un apprentissage qui sera important d'apprendre à relever je dirais, ces défis, et on peut éventuellement les aider à hiérarchiser les différents défis qui font que, pour des raisons diverses et variées, ils n'arrivent pas à travailler ensemble ou à travailler avec l'enseignant. Quelque part, je suis responsable d'un lieu d'apprentissage où j'ai les étudiants en licence, en master, en doctorat, et je me pose la question à titre personnel déjà. Donc, mes réponses, et c'est un exercice que je fais demain matin. Donc, demain matin, on fait ce qu'on appelle un open forum dans notre jargon interne, où on va discuter avec l'ensemble des équipes et l'ensemble des étudiants de comment est-ce qu'on va préparer la rentrée qui vient. Donc, j'essaie de m'appliquer à moi-même ce que j'ai tendance à proposer aux autres, de dialoguer et de savoir, en fait, quels sont les différents défis qui s'annoncent et comment est-ce qu'on peut essayer de les relever ensemble, collectivement. Alors, il y a peut-être des défis qui sont prioritaires pour les uns et d'autres qui vont être prioritaires pour d'autres, mais je pense qu'il est important d'être capable de les identifier et de voir qui est volontaire pour expérimenter sur tel sujet. Et donc nous, par exemple, un des, un des jeunes chercheurs du CRI que vous pourriez interviewer à l'occasion si vous voulez, s'appelle Ignacio Attal, et il a créé un collectif d'enseignants-chercheurs, d'enseignants qui veulent devenir des profs-chercheurs, alors que c'est des enseignants du primaire ou du secondaire. Hein. Donc, ce n'est pas enseignant-chercheur au sens universitaire français. Et
ces enseignants ont défini eux-mêmes les défis auxquels ils veulent répondre et les différents projets qu'ils mettent en place pour essayer d'y répondre et les différentes évaluations des différents projets. Et en à peine 15 jours, ils avaient déjà écrit 200 pages alors qu'ils étaient pas très nombreux. Et depuis, leur nombre croît très vite. Les questions qu'ils posent, les défis qu'ils posent, dont le défi de la rentrée par exemple, ils sont en train d'essayer de les traiter collectivement. Donc, moi, je pense que si j'étais donc chef d'établissement, pour répondre très concrètement à ta question, j'essaierais de mobiliser le collectif autour de moi en disant mais quelles sont les priorités que vous voyez et quels sont les débuts de solutions que vous envisagez, et réfléchissons parce que ces solutions, est-ce qu'elles sont toutes compatibles entre elles? Par exemple, entre le défi de la sécurité, le défi de la continuité pédagogique, le défi des élèves, le défi des profs, le défi des parents, il peut y avoir au moins au départ des solutions qui, si on les imposait à tous, pourraient ne pas fonctionner. Par contre, si on en discute tous, il y a des chances pour qu'on soit capable de trouver une solution. Si vous avez en face de vous des étudiants ou des élèves qui sont suffisamment matures et motivés pour apprendre par eux-mêmes, une partie des choses fonctionne. Mais si vous prenez même les étudiants du supérieur avec des cours de type MOOC, vous vous apercevez que dans un distanciel seulement, il y a seulement quelques pourcents qui finissent. Ça. Donc il y a évidemment plus de gens qui s'inscrivent, il y en a qui sont juste là pour voir, etc. Mais on voit cet effet aujourd'hui. Le taux de décrocheurs est encore supérieur à ce qu'il est habituellement. Et on voit bien que ce que nous disait Jean-Marie, par exemple, c'est intéressant sur la Corée du Sud, mais c'est plus facile à faire à la fin du lycée qu'en maternelle. En maternelle, on imagine mal des enfants qui apprendraient tout seuls sans accompagnement des adultes, même s'ils pourraient jouer sur leur tablette. On sait qu'en fait, les tablettes chez les tout petits provoquent tout un tas d'autres difficultés. Donc, personnellement, je ne pense pas du tout que l'éducation à distance soit la panacée et qu'elle soit amenée à tout remplacer. Néanmoins, par exemple, ceux qui suivent le plus les MOOC tels qu'ils existent aujourd'hui, ce sont les enseignants. Donc, par exemple, penser la formation continue des enseignants par le numérique, ça me semble être une des manières intelligentes de le faire. Et ils sont plus éduqués, plus connectés que la moyenne, et ils aiment apprendre, donc ils sont plus motivés que la moyenne. Pour les aider à eux se transformer, je pense que c'est une cible intéressante. D'ailleurs, nous, quand on a fait des MOOC au CRI, on en a fait une bonne partie à destination des enseignants pour faire face à ça. La question de l'évaluation, de toutes les manières, elle se pose. C'est voir quels sont les critères, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on voudrait que les jeunes aient appris, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Est-ce qu'on veut qu'ils apprennent par cœur les solutions d'hier et qu'ils soient en compétition sur les solutions d'hier, ou est-ce qu'on veut qu'ils soient capables de coopérer pour relever les défis d'aujourd'hui et construire le monde de demain? Et on voit bien que je pense qu'il vaut au moins autant se poser la question des finalités. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur les finalités, on peut se demander quelles sont les modalités d'évaluation. Mais typiquement, si on veut évaluer la contribution à un projet, on peut le faire via les portfolios. C'est ce qui se fait, y compris dans le monde scientifique, où l'évaluation est quelque chose qui se fait depuis longtemps et qui peut être plus ou moins complexe. Mais la revue par les pairs, la revue par les experts est une des manières de faire de l'évaluation. Si c'est juste vérifier qu'on a mémorisé, honnêtement, une intelligence artificielle peut vérifier que vous avez mémorisé votre leçon. Vous n'avez pas forcément besoin de quelque chose de beaucoup plus intelligent que ça. Mais je pense que c'est l'accompagnement humain pour motiver, pour donner du sens, ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est la valeur ajoutée de l'humain, même si, malheureusement, ça n'est pas toujours le cœur du système éducatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Parce que si vous êtes dans un modèle très descendant, il n'est pas sûr du tout que vous ayez la motivation de vos élèves ou qu'ils soient capables de trouver du sens à ce qu'ils sont en train de faire. Donc je pense que pour moi, la finalité du système éducatif autour d'aider les jeunes à relever des défis et à trouver du sens dans ce qu'ils font me paraît essentiel. Et ça, comment est-ce que ça s'évalue? C'est pas une question simple. Si je dis que j'ai appris grâce à mes enfants, eh bien, on voit bien que je suis en train d'avoir une autre relation avec eux, et donc que quelque part j'évalue moi en tant qu'apprenant ce que j'ai appris de l'autre. Et comme j'apprends dans plein d'endroits, eh bien je peux et je pense que si les profs disaient ce qu'ils ont appris de leurs élèves, ça changerait aussi les modalités d'évaluation.
Et donc, je pense que ces modalités d'évaluation, il faut savoir ce que l'on souhaite évaluer et ce que l'on souhaite transmettre. Mais si on souhaite transmettre des compétences du 21e siècle, la capacité à résoudre des défis collectifs, par exemple, eh bien, on va évaluer en invitant les gens à relever les défis collectifs. Si on veut les évaluer dans leur capacité à coopérer, on ne va pas les évaluer uniquement sur leur capacité à mémoriser. Et donc, on voit bien que suivant ce qu'on veut transmettre, il va falloir inventer d'autres modalités d'évaluation qui ne sont pas forcément des évaluations, je dirais, traditionnelles, mais je pense qu'on a besoin d'inventer des formes de reconnaissance des apprentissages et des contributions à la société de la connaissance. Typiquement, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les open badges, mais ce sont des formes de reconnaissance que la communauté peut distribuer. Et je pense que ça fait partie des choses intéressantes à envisager pour des formes alternatives d'évaluation où on peut être évalué par ses pairs, on peut être évalué par des acteurs externes à la classe pour les projets auxquels on a contribué, en plus d'être évalué par son enseignant. Effectivement, il faut quelque part oser faire appel au collectif et oser sortir d'une situation strictement hiérarchique. Parce que, et c'est vrai à tous les échelles, c'est-à-dire que si le chef d'établissement attend les ordres d'en haut et que les profs attendent les ordres du chef d'établissement, et comme il y a N niveaux hiérarchiques, si on attend que la révélation arrive de la rue de Grenelle ou d'un ministère quelconque, ça risque d'être très compliqué parce que les problèmes ne sont pas les mêmes partout, parce que les contraintes et les possibilités ne sont pas les mêmes partout et qu'il faut éventuellement bénéficier de ce qui viendra d'en haut, mais en tout cas être capable de s'adapter à gérer les priorités localement. Et ça, il y a tout un tas de crises dans un établissement au long de l'année. Il peut y avoir... et je veux dire, moi, par exemple, je me souviens que la première fois que j'ai été contacté par la ministre en exercice, c'était quand il y a eu la crise de Charlie. Et donc, et moi j'avais parlé d'intelligence collective à Najat Vallaud-Belkacem avant cette crise, mais tout d'un coup, elle m'a appelé 2 jours après en me disant François, tu m'avais dit que face à un monde qui change, il fallait savoir changer et il fallait savoir mobiliser les collectifs pour faire face. J'avais écouté d'une oreille un peu distraite parce que j'avais une organisation très hiérarchique à gérer. Là, je suis face à une crise sans précédent à l'époque. Est-ce qu'on peut en discuter? Donc, on a un petit peu discuté. C'est à l'issue de ça qu'elle m'avait demandé d'écrire le rapport que vous avez cité en introduction. Donc, je pense que plus les crises sont présentes, plus le besoin de s'en sortir collectivement devient évident. Et je pense que une bonne partie de nos décideurs s'en rendent compte. Il y avait un bon article dans Le Monde il y a quelques semaines de Habermas qui disait que aujourd'hui, on savait tout ce qu'on ne savait pas. Alors que traditionnellement, les décideurs font comme s'ils savaient tout. Les profs aussi d'ailleurs, et une bonne partie des adultes. Mais depuis au moins Socrate, on sait que quand on ne sait pas, on fait preuve de sagesse. Quand on sait admettre qu'on ne sait pas. Donc je pense que c'est faire preuve de sagesse que d'admettre qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'inventer des manières de faire face quand on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, peut-être que personne n'a la solution, mais peut-être que beaucoup ont des éléments de solution qui, si on savait dialoguer, pourraient nous aider à faire face. Et donc, même si un chef d'établissement, pour reprendre cet exemple, organise l'intelligence collective, il peut dire voilà, c'est sous réserve de ce qui viendra d'en haut, mais en attendant que quelque chose arrive d'en haut, réfléchissons à ce qu'on peut faire et éventuellement on s'adaptera à ce qui viendra d'en haut ou ce qui viendra du Covid ou ce qui viendra de telle ou telle perturbation, de choses qu'on n'a pas su prévoir. Parce qu'on est dans un monde qui est profondément imprédictible. Edgar Morin le disait encore ce week-end, mais ça fait des décennies, le pauvre, qui le dit sans être aussi écouté qu'il le devrait. Mais on est dans un monde dans lequel la seule chose qu'on puisse prédire, c'est le fait qu'il se passera des choses imprédictibles. Donc, face à ces choses imprédictibles, il va falloir trouver des solutions, il va falloir être créatif, il va falloir être collaboratif, il va falloir ne pas tout attendre d'en haut. Typiquement, l'école de la confiance, ça ne se décrète pas. Je sais que ça a été mis dans la loi, mais ce serait mieux si on le travaillait. Et typiquement, un modèle hiérarchique n'est pas très compatible avec un modèle de confiance.
Le modèle hiérarchique est compatible avec un modèle du contrôle. Et donc, tout un tas de rôles de la hiérarchie intermédiaire, dont l'inspection, doivent être repensés, y compris le titre, parce que le mot d'inspecteur est un mot qui fait peur à trop d'acteurs. Inspectare, c'est regarder dedans, mais si on faisait prospectare et qu'on créait des prospecteurs qui vous invitent à regarder devant, ça serait peut-être intéressant. Sans parler de respectare, qui serait de respecter et de regarder derrière, mais de manière bienveillante, sur ce que les acteurs ont fait, quelles leçons à tirer des succès et des échecs qu'on a pu avoir. Parce qu'aujourd'hui, si un enseignant cherche un soutien, est-ce qu'il se retourne toujours vers son inspecteur? Malheureusement, peut-être pas aussi souvent qu'il le faudrait. Je suis d'accord pour dire que c'est toute la nomenclature administrative qui, idéalement, et d'ailleurs, il y a plein de pays qui se sont transformés autour de ça, qui sont passés d'une logique de défiance et de contrôle à une logique de confiance et de coopération, et où ils ont remplacé une bonne partie de la hiérarchie intermédiaire en ayant des gens qui sont formés plus comme des mentors que comme des inspecteurs, et plus comme des gens qui sont là pour aider que des gens qui sont là pour contrôler. Il y a plusieurs manières de penser le mode projet. Vous pouvez penser le mode projet où vous avez tout défini à l'avance, ou vous pouvez penser le mode projet dans lequel vous allez co-construire le projet en avançant, que ce soit un projet d'élève ou dans une classe, que ce soit un projet d'établissement ou un projet de circonscription ou de collectif plus large. Et par rapport à ça, et peut-être que je fais un petit passage sur comment est-ce qu'on se prépare à l'avance. Nous, par exemple, on a vu ce qui se passait en Chine et moi, j'ai dit à mes équipes, à la fois pédagogiques et numériques, qu'il faudrait se préparer. Et donc, à notre niveau, j'ai eu la chance d'avoir des équipes très, très agiles et mobiles qui ont su faire en sorte que la transition se passe aussi bien que possible. Mais je pense que, et nous, on est très dans le mode projet depuis des années, donc, et dans l'interdisciplinarité, dans la capacité à résoudre ensemble des défis. Mais je pense que c'est effectivement pas le modèle par défaut de beaucoup de lieux éducatifs, même dans les universités. Et donc, je pense qu'on a besoin de changer cette culture. Et c'est vrai que c'est une culture de la résilience, du défi, du projet, de l'interdisciplinarité, de la capacité à se mobiliser collectivement. Je pense que ça nous aurait aidé dans cette phase, ça nous aidera dans les phases à venir, mais ça nous aiderait aussi à faire face au changement climatique, ça nous aiderait à faire face à tous ces sujets. Donc, quelque part, ce côté école des défis et les défis de l'école, c'est une manière de penser les deux simultanément. Et je pense qu'on a besoin de ça. En fait, je pense qu'il y a plusieurs éléments sur la résistance des enseignants. Moi, je vous conseille un MOOC que d'ailleurs j'ai fait traduire en français et que France Université Numérique vient de remettre en ligne, qui est un MOOC qui a été traduit d'Harvard, qui s'appelle Leaders of Learning. Et donc, la capacité à apprendre, et y compris chez les enseignants ou chez les responsables éducatifs, est une capacité qu'il faut savoir développer. Et ce que je trouve intéressant, c'est d'interroger même un enseignant relativement classique sur qu'est-ce qu'il a appris, par exemple, de la situation actuelle. Il a forcément appris des choses. Et il a appris des choses qu'il n'avait pas appris pour passer les examens pour devenir prof. Je ne sais pas si c'est l'agrégation ou autre dans vos pays respectifs, mais clairement, il a dû apprendre plein de choses pour faire face. Et donc, à partir du moment où on lui fait prendre conscience du fait qu'il a appris peut-être en discutant avec des collègues, peut-être qu'il a appris en allant sur Internet, peut-être qu'il a appris de ses élèves eux-mêmes, peut-être qu'il a appris en expérimentant, peut-être qu'il a appris en faisant des erreurs et en faisant le bilan de ses erreurs. Et en fait, c'est une manière de célébrer ce qu'on apprend. Et je pense qu'une des choses qui, à mon avis, sera intéressante à faire en sortant de cette crise, c'est de célébrer ce qu'on aura appris de cette crise. De le célébrer en tant qu'individu, de le célébrer en tant que famille, de le célébrer en tant que système éducatif, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, à niveau d'une collectivité, voire dans une entreprise, suivant les métiers que l'on exerce. Et je pense que célébrer ces apprentissages, c'est toujours bon, parce que ça permet de développer la réflexivité. Et ça permet aussi de célébrer ceux qui nous auront aidés à apprendre. Et donc, on peut célébrer sa fille qui nous a appris. Moi, par exemple, j'ai appris à devenir parent par mes enfants.
Je veux dire, je l'ai pas appris sur les bancs de l'université. Et donc, on peut célébrer les membres de sa famille qui nous ont permis d'apprendre des choses essentielles. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, nous, on propose de le faire, et comme vous êtes une communauté forte internationale, on propose de le faire avec l'UNESCO dans le cadre d'un festival qu'on appelle de la planète apprenante, parce que le 24 janvier, c'est la journée nationale de l'éducation. Et donc, le 24 janvier de chaque année maintenant, ça sera comme ça. Et donc, on a lancé cette initiative avec l'UNESCO, avec Jean-Michel Blanquer et quelques autres acteurs le 24 janvier dernier au quartier général de l'UNESCO à Paris. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas uniquement célébré dans ce genre d'enceinte, mais que ce soit célébré dans tous les lieux où on apprend, c'est-à-dire tous les lieux, puisqu'on peut apprendre en se promenant dans la forêt, on peut apprendre en bricolant sa mobilette, etc. Donc ça, je pense que c'est la première chose. C'est les gens les plus récalcitrants à penser l'éducation et l'apprendre autrement, c'est de leur faire prendre conscience en fait qu'ils apprennent dans plein d'endroits. En tout cas, c'est mon conseil personnel. Et ça peut être vrai d'un décrocheur d'ailleurs, parce qu'un décrocheur, lui aussi, il pense qu'il n'apprend rien, alors qu'en fait, s'il a appris à réparer sa mobilette ou à réparer l'ordinateur de son prof, c'est qu'il sait clairement des choses que même son prof ne savait pas, par exemple. Dans le mot crise en chinois, il y a deux caractères. Le premier, c'est le mot danger, et le deuxième, c'est opportunité. Et donc, il y a évidemment plein de dangers et il faut savoir en faire la liste. Et il y a le danger du décrochage, par exemple, en plus des dangers sanitaires qu'on connaît. Il y a les dangers psychologiques que beaucoup de gens subissent aujourd'hui. Et puis, il y a les opportunités. Et comment est-ce qu'on minimise les dangers? Comment est-ce qu'on saisit les opportunités? Comment est-ce qu'on sait collectivement minimiser ces problématiques de danger et maximiser notre capacité à saisir des opportunités pour nous transformer en tant qu'individu, en tant que collectif, en tant qu'institution, en tant que système éducatif et en tant que communauté éducative, y compris dans nos relations aux parents, dans nos relations aux profs, dans nos relations aux élèves, dans nos relations à la hiérarchie. Je pense que toutes ces relations sont profondément interpellées, si ce n'est remises en cause, et doivent être repensées. Et donc, plus on saura faire le bilan de ce que l'on a trouvé d'intéressant dans cette période et de tout ce qu'on voudra éviter qui n'est qu'une aggravation de problèmes précédents, plus on saura penser l'école de demain si c'est votre thème commun.